Bonsoir, nous sommes le mardi 15 décembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal comme chaque jour, votre actualité locale, accompagné des invités, mais aussi des journalistes de la rédaction. On commence tout de suite par les titres de cette édition. Le club entreprise FAS a lancé aujourd'hui sa Job Academy avec le soutien de la Fondation Banque Populaire Val-de-France. 9 salariés de la banque vont accompagner 9 personnes en recherche d'emploi durant 4 mois. Les élections régionales terminées, que va-t-il se passer à présent? Vendredi en Ile-de-France, Valérie Pécresse prendra la tête de l'Assemblée. Nous verrons qui sont les nouveaux élus yvelinois qui l'accompagnent. Naturels ou factices, les sapins sont déjà installés dans la plupart des foyers. Certains investissent plus de 100 €. L'an dernier, plus de 6 millions de sapins ont été vendus dans toute la France. Et ce matin, je vous le disais en titre, le club d'entreprise FAS Saint-Quentin en Yvelines a lancé son action Job Academy, portée pour la première fois par la fondation d'entreprise Banque Populaire Val-de-France. 9 salariés de la banque vont accompagner 9 personnes en recherche d'emploi et ce durant 4 mois. Le but de cette action, proposer une dynamique d'accompagnement dans la recherche d'emploi des filleuls afin de valoriser leur savoir-faire et leurs compétences. Un reportage signé William L. Retrouver une employabilité en étant en connexion directe avec les professionnels d'entreprise, c'est l'objectif de l'action Job Academy. Cette année, c'est la fondation d'entreprise Banque Populaire Val-de-France qui porte sa première promotion avec le club d'entreprise FAS Saint-Quentin en Yvelines. Là, on rassemble 9 parrains marraines qui vont accompagner 9 filleuls. Le but de cette action, c'est vraiment de permettre aux filleuls qui en recherche d'emploi d'être dans l'entreprise. Donc d'avoir un autre regard, un regard d'un professionnel et pas un regard d'un accompagnant comme on peut avoir au niveau du Club FAS, au niveau du Pôle emploi cadre ou du Pôle emploi ou de la mission locale. Voilà, c'est vraiment un accompagnement par l'entreprise. Les binômes auront 2 rendez-vous par mois et ce durant 4 mois, pendant lesquels les filleuls auront l'opportunité de valoriser leurs compétences en organisant par exemple des rendez-vous métiers ou des simulations d'entretien d'embauche. Aujourd'hui, pour Philippe, c'est une première entrevue avec sa marraine afin de confirmer le parrainage. Quand on est en recherche d'emploi depuis un certain temps, on rencontre beaucoup de gens qui tout de suite vont essayer de juger par des critères sélectifs, des grilles, pour voir si on est en adéquation avec un poste. Là, la personne que j'ai en face n'est pas là pour me recruter, elle est là pour essayer de m'accompagner en me donnant des conseils, voire en me donnant des orientations pour les prochains entretiens. Donc ça, c'est quelque chose de très bon et ça ne peut être que positif. Jusqu'à présent, Philippe a eu des retours qui lui disaient qu'il avait un CV très complet, qu'il avait fait énormément de choses, qu'il allait trouver très rapidement du travail. Et pour le moment, ça n'a pas été le cas. Donc ça permet d'échanger de manière un peu plus neutre qu'avec quelqu'un qui est censé porter un jugement sur son parcours. Un nouveau contact avec le monde de l'entreprise, mais surtout une écoute et un soutien pour une reprise de confiance en soi afin d'obtenir une chance supplémentaire d'un retour à l'emploi. Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'espéranto. Pour en parler avec nous en plateau, Anne-Sophie Markov, bonsoir. Merci d'être venue. Alors, vous êtes professeur d'espéranto au sein de l'association ILO, donc qui se situe à Châteaufort. Alors, pour le rappeler, l'espéranto, c'est une langue internationale qui est élaborée en 1997 par un docteur polonais, Ludwig Saint-Lazare Zamenhof. Et son objectif était que chaque personne ayant appris la langue puisse l'utiliser pour communiquer avec des personnes d'autres nations et que cette langue soit ou non adoptée dans le monde entier, qu'elle ait ou non des usagers. Alors, tout d'abord, j'ai envie de vous demander peut-être de nous dire quelques mots en espéranto, peut-être de vous présenter pour qu'on entende cette langue que tout le monde ne connaît pas. Saluton al vi, kaj saluton al ĉiuj kiuj aŭskultas min, al ĉiuj esperantistoj el la tuta mondo, ĉar eble oni povos vidi vian elsendon. Alors, je vais vous demander la traduction. J'ai salué tout le monde, non seulement ceux qui sont sur le plateau, mais aussi tous les espérantistes du monde qui sont susceptibles de voir votre émission un jour ou l'autre. Alors, c'est un mélange d'espagnol et d'anglais, l'espéranto ? C'est pas véritablement un mélange, c'est plutôt une synthèse de langues diverses que le docteur Zamenhof a apprises au cours de sa vie. Et il s'est rendu compte en réfléchissant sur une langue universelle qu'il espérait offrir à l'humanité pour résoudre la punition de Babel. Donc il a appris soigneusement toutes les langues qui ont été mises à sa disposition et il a cherché les points communs de toutes ces langues, ce qui fait que chacun reconnaît dans l'espéranto quelque chose qu'il connaît.
Alors aujourd'hui, vous continuez à donner des cours, l'espéranto continue à être appris aux élèves, mais c'était plutôt dans les années 1930, justement un peu à l'âge d'or de l'espéranto. On a justement demandé à nos téléspectateurs, est-ce qu'une langue internationale est toujours pertinente aujourd'hui? C'est la question que nous vous avons posée, regardez. Non, je crois pas. Pourquoi? Je sais pas, l'anglais est tellement répandu, ça suffit à mon avis. Oui, Oui, pourquoi? pour que tout le monde s'entende. Je suis pas sûr que ce soit une bonne solution. Ça serait en théorie rapprocher les gens et en pratique éloigner plus les personnes sous un masque de langage universel. Non, parce que je trouve ça marrant d'avoir plusieurs langues à apprendre. Ouais, ce serait bien. Ça serait bien? Pourquoi? Parce que l'anglais, c'est un peu le but de l'anglais, mais ça serait encore plus large. Ça a servi, ça a été une utopie à mon sens, qui reste une utopie même si elle est pratiquée par une minorité. J'en ai profité. En Lituanie, j'avais un ami qui parlait l'espéranto et qui a pu très bien communiquer avec les Lituaniens dans leur langage. Alors votre réaction, Anne-Sophie Markov, l'anglais a pris le relais de l'espéranto, on peut dire ça ou... Non, pas du tout. L'anglais est actuellement la langue dominante parce que l'histoire et l'économie a placé l'anglais dans cette position de langue internationale, largement utilisée par ceux qui nous gouvernent. Mais l'espéranto conserve tout son intérêt pour permettre une meilleure communication individuelle entre des gens qui ont envie de communiquer avec d'autres qui ne parlent pas la même langue. Et votre reportage me paraît tout à fait représentatif d'une ambiance, d'opinion qu'on rencontre régulièrement et qui explique que l'espéranto ne se développe pas davantage parce que les gens ont des convictions où ils estiment que c'est inutile. C'est vrai que si on maîtrise parfaitement l'anglais, on a probablement peu besoin d'utiliser l'espéranto, mais si on a envie d'une communication différente avec des individus qui ne parlent pas forcément l'anglais, ou qui n'ont pas envie de le parler, eh bien, l'espéranto permet d'avoir cette communication. Et de ce point de vue-là, ce n'est plus une utopie, déjà depuis longtemps. Alors cette année, il y a eu le 100e congrès, je crois, de l'espéranto en France. Comment on fait pour réussir à faire vivre cette langue? Parce qu'il y a des gens qui savent le parler, peut-être qu'ils la transmettent à leurs enfants, mais c'est plutôt une passion. Comment vous faites, vous, pour justement garder l'espéranto en vie auprès de vos élèves? Alors, pour ce qui me concerne, je continue à enseigner l'espéranto à ceux qui ont envie de l'apprendre. C'est justement une passion? Ce sont des gens c'est une passion qui se transmet d'enfants avec les parents? Pour certains, sans doute. Pour ce qui me concerne, l'espéranto a fait toujours partie de ma vie, donc je ne vois pas de nécessité à réfléchir. Enfin, si réfléchir, on a toujours besoin de le faire, mais je veux dire que je ne me pose plus tellement de questions sur le fonctionnement de l'espéranto. J'apporte des réponses à ceux qui me demandent des explications, et puis ceux qui ne veulent pas l'apprendre, ils ne sont pas obligés de l'apprendre. Alors ceux justement qui seraient intéressés, qui voudraient l'apprendre, qu'est-ce que ça va leur apporter justement? Est-ce que ça va donner des bases grammaticales ou ça apporte des choses aux jeunes? Alors, pour les jeunes, c'est certainement très intéressant, surtout s'ils ont des envies de communication internationale, parce que l'apprentissage de l'espéranto est très aidant pour apprendre d'autres langues étrangères, puisque l'espéranto a été conçu comme une synthèse des langues parlées par l'humanité. Donc, c'est une bonne base de départ, puisqu'il n'y a pas d'irrégularité. C'est une langue dont le vocabulaire est fondé sur un patrimoine naturel. Donc c'est une langue qui est relativement facile à apprendre par rapport à d'autres langues étrangères. Et à partir du moment où on l'a apprise, on dispose d'un trésor qu'on peut utiliser pour apprendre d'autres langues. Eh bien, merci beaucoup Anne-Sophie Markov. Enfin, sachez que l'espéranto, c'est la 32e langue la plus utilisée sur Wikipédia, par exemple, sur 286 langues. Et nous passons à un autre sujet à présent. Ce week-end, les manifestations pour le Téléthon ont continué de rassembler. Les associations qui organisent des événements au profit de l'AFM le font toute l'année et pas seulement sur un week-end. À Elancourt, le club de roller et roller hockey proposait un disco roller, le moyen de découvrir la discipline à travers des jeux, des animations
d'animation, mais aussi de s'amuser. 125 personnes se sont déplacées au gymnase Chastanier cette année. L'association a rassemblé aux alentours de 550 €. Les bénéfices sont reversés à l'AFM Téléthon. Un disco roller, c'est tourner en musique comme dans une patinoire, avec un certain nombre d'animations qui sont organisées au fur et à mesure de la journée, comme des chenilles, des courses pour les enfants, comme on a pu en avoir déjà tout à l'heure et comme il va y avoir un petit peu plus tout à l'heure aussi. Et le but est de récolter le maximum de fonds pour le Téléthon. On a des amis, on peut bien s'amuser. J'aimerais bien que les personnes malades soient guéries. On est entre amis, on s'amuse et puis on est en train de faire du roller, donc c'est génial. On s'amuse en faisant quelque chose de généreux. Autre initiative solidaire, mais cette fois-ci dans le cadre de Noël, samedi et dimanche, le Secours catholique a organisé sa traditionnelle opération 10 millions d'étoiles à Manille-les-Hameaux. L'association proposait une vente solidaire de petits objets comme des livres, mais surtout des bougies. Les bénéfices serviront à un centre médical pour aider des jeunes Cambodgiens, mais aussi à aider une cinquantaine de familles du territoire de Manille-les-Hameaux, comme nous l'explique l'une des bénévoles du Secours catholique. Écoutez-la. Nous ici, sur notre groupement de Manille, on a choisi de financer principalement un projet d'aide aux familles défavorisées. C'est quelque chose qu'on fait traditionnellement pour essayer de les aider à sortir un petit peu du quotidien, faire des sorties en famille, pouvoir faire un peu de sport, avoir des activités de loisirs. Aujourd'hui, mardi, nous parlons politique avec Wilfried Richy. Bonsoir. Alors, 2 jours après les élections régionales, nous faisons le bilan du scrutin. Bonsoir Florane. Retour effectivement sur cette élection, la dernière avant la présidentielle de 2017. Au niveau national, la gauche a limité la casse face à une droite qui a été malmenée, elle aussi, par le Front National. Alors, la droite qui, malgré tout, a décroché une victoire très symbolique en Ile-de-France. Jean-Paul Huchon, socialiste, régnait depuis 17 ans. Son camp a décidé de ne pas le soutenir pour décrocher un nouveau mandat et c'est le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, qui a été désigné, un choix qui révèle toute l'importance de cette région aux yeux du gouvernement. Seulement, ça n'a pas suffi, vous revoyez les résultats. L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, bientôt ancienne députée des Yvelines, puisqu'elle va démissionner de ce poste, s'apprête donc à prendre le pouvoir vendredi matin lors du conseil d'installation à Paris. Et à ses côtés, pas moins de 20 Yvelinois. Certains sont connus, d'autres un peu moins. Ils vont faire leur grand début. Les Yvelines qui ont voté massivement pour Valérie Pécresse. Regardez tout d'abord ce récapitulatif sur notre département. L'Assemblée régionale qui compte 209 élus aura donc, vous le disiez Florane, 20 élus de droite en provenance des Yvelines, mais aussi 8 de gauche et 3 du Front National pour les nouveaux élus. Côté républicain, on peut citer Pierre Lequillet, député des Yvelines, ou encore Othman Nasrou, c'est le chef de file de l'opposition au conseil municipal de Trappes. Il y aura aussi des représentants du centre à leur côté. Bruno Millienne, que vous voyez, c'est le président du Modem Yvelines, ou encore Véronique Coté-Millard, la maire UDI des Clés-sous-Bois. Pour le PS, l'Yvelinoise Ramatoulaye Sall, conseillère municipale à Mantes-la-Jolie, va faire ses débuts et on notera aussi non pas une arrivée mais un retour, celui de Benoît Hamon. Le député ancien ministre avait démissionné lors de la précédente mandature de la région pour éviter le cumul des mandats. Il se retrouve à nouveau élu, dans l'opposition certes, mais élu néanmoins. Reste donc à savoir l'attitude qu'il va adopter cette fois-ci. Et du côté du Front National, il n'y aura que des nouveaux élus. Le FN n'avait obtenu aucun siège lors de la précédente mandature. En 2010, le FN n'avait pas d'élu, ce qui n'est pas le cas donc pour ce scrutin. Ainsi, le secrétaire départemental Philippe Chevrier obtient un poste, tout comme Cyril Naute, c'est le maire de Mantes-la-Ville. Mais au-delà du nombre de sièges et des noms de ceux qui les occupent, se pose maintenant la question des décisions. Quelles seront les mesures de cette nouvelle assemblée? Écoutez Alexandra Dublanche. Pour les Républicains, elle était hier sur notre plateau pour une édition spéciale du 7-8 politique pour débriefer tous ces différents résultats. C'est une adjointe à Sartrouville et elle va siéger, elle aussi, pour les Républicains, pour la première fois en conseil régional. Déjà, on va apprendre les problèmes à bras-le-corps, ce qui n'a pas été fait depuis 17 ans. La gauche s'est complètement laissée embourber dans les habitudes, dans l'inaction. Et donc voilà, Valérie Pécresse, quand on la connaît un peu, c'est une femme d'action. C'est une femme de parole et une femme d'action. Et donc elle parle d'un bouclier de sécurité à mettre en place. Tout à fait, ça va être sa priorité. Ça va être de réorienter le budget de la région sur la sécurité. Il avait été divisé par 5 par la gauche. Quand on connaît la situation actuelle, c'est assez aberrant. Donc voilà, ça va être sa priorité. Également l'emploi, bien sûr, avec une grande conférence sur l'emploi dès le mois de janvier avec tous les acteurs.
Voilà pour les premières décisions de la majorité qui sera en place, on le rappelle, dès vendredi matin. Et pour l'opposition, maintenant, une décision à prendre. Faut-il reconstruire cette gauche plurielle de manière plus solide? En d'autres termes, l'accord conclu dans l'entre-deux tours entre le Front de gauche Europe Écologie et le Parti socialiste va-t-il survivre à la défaite? A priori, les formations sont pour l'instant sur la même ligne, en tout cas en Ile-de-France. Écoutez la représentante Europe Écologie, Les Verts, dans les Yvelines. Je pense que dans la grande majorité, ils ont voté pour le PS et pour Barthelone, parce que vraiment on avait un accord qui était satisfaisant et qui nous donnait beaucoup d'espoir, en particulier sur 50 ans en Yvelines, au sujet de la ligne de métro, des terres agricoles, tout un tas de sujets qui nous tiennent à cœur. On avait de l'espoir. Non, le résultat n'est pas satisfaisant. D'autant plus qu'on a vu que les voix du Front National se sont reportées sur les votes des Républicains. Et les votes de gauche, la gauche s'est mobilisée. Hein. Les écologistes, la gauche de la gauche, le Front de gauche, elles se sont mobilisées. Mais ça n'a pas été suffisant. Et le mot de la fin, à présent, comme toujours, pour les électeurs. Qu'attendez-vous maintenant que la région a changé de bord politique ? On espère que ça sera aussi bien que ce que ça avait été avec le PS. En fait, ça ne va pas changer grand-chose pour le moment, dans le sens où on est toujours gauche-droite, droite-gauche. La classe politique française est vraiment très décevante et donc pour moi, j'attends rien du tout. Je n'espère aucune amélioration. Je suis très pessimiste. Surpris, non. Content, pas spécialement. Apparemment, d'après la profession de foi de Mme Pécresse, il y a beaucoup de choses de prévues. On verra bien. J'attends beaucoup de choses. J'ai lu le programme de Valérie Pécresse et qui est plein de choses assez concrètes, en particulier sur les transports. Et puis il y a un grand projet auquel j'attache beaucoup d'importance, qui est le projet de Paris-Saclay. Merci Wilfried. Prochain point politique vendredi lors de l'installation du Conseil régional. Ce sera dans l'édition du journal avec l'essentiel de l'actualité que vous présenterez. Merci. Noël maintenant, il trône peut-être déjà dans votre salon. Le sapin de Noël, c'est l'élément incontournable des fêtes de fin d'année et il est de retour. L'an dernier, plus de 6 millions de sapins ont été vendus dans toute la France. Alors Épicéa, Norman ou Nobilis, comment s'y retrouver entre les différentes variétés? Quels sont les prix? Camille Lambert est allée faire le point à la jardinerie de Chevreuse. Oui, il a un vert tendre qui est joli. Petit ou grand, élancé ou imposant, à l'approche de Noël, le roi des forêts s'invite dans les chaumières, un choix pas toujours évident, même si certains ont une idée bien précise de ce qu'ils veulent. Je choisis un épicéa parce que j'aime bien l'odeur. Pour moi, c'est les vrais sapins de Noël, plus que les normales. Si comme Laurence, votre cœur penche plus vers la bonne odeur du sapin, il faudra vous tourner vers l'épicéa. Avantage son prix, c'est le plus abordable, mais les épines tombent rapidement. Vous pouvez alors vous tourner vers des variétés plus résistantes. Voilà, ça c'est un Norman, donc on va dire maintenant le sapin classique, qui garde bien ses épines. Vous avez donc le fameux Nobilis, il est là. Oh tiens, un joli là. Celui-là, hop. Ça c'est le Nobilis, donc par rapport au Norman, c'est un petit peu plus bleuté. Ça n'a pas exactement le même aspect, puis voilà, lui, donc il garde ses épines et il sent bon. À la jardinerie de Chevreuse, la vente de sapins représente près de 10% du chiffre d'affaires annuel. Dans les allées, les vendeurs aident les clients à s'y retrouver. Ceux qui viennent tôt en saison, on les dirige plutôt vers le Norman, où on leur dit, si vous achetez un épicéa, laissez-le dans le jardin, pour qu'il puisse se conserver, qu'il reste beau, parce que quand c'est dehors, ça peut rester joli des mois en fait. Très bien. Pour l'Institut TNS Sofres, le Norman représentait 68% des sapins naturels vendus en 2014 sur notre territoire. Dans cette jardinerie, le prix le plus élevé est de 146 €. Il est donc plus onéreux, mais même ici, le Norman reste en tête des ventes. On a choisi un Norman parce qu'il ne perd pas ses aiguilles. Donc dans la maison, c'est l'idéal. Pour un investissement sur plusieurs années, il y a toujours le sapin artificiel. Prévoyez un budget conséquent, les plus grands coûtent aux alentours de 300 €. Et si la neige vous fait fondre, il existe les floquets, un sapin recouvert de neige synthétique. Naturel ou artificiel, plus de 6 millions de sapins de Noël ont été vendus l'an dernier en France. Il ne vous reste plus qu'à choisir le vôtre. Et pour la deuxième année consécutive, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines a fêté Noël, 2 jours autour des fêtes de fin d'année entièrement dédiées aux enfants autour d'animations sportives et artistiques. 2000 personnes sont venues durant tout le week-end. La structure a même accueilli le Père Noël, Mélanie Poquet et Camille Lambert.
bien sûr, mais aussi du cirque ou des loisirs créatifs. Ce week-end au Vélodrome National, ce n'était pas le sport qui était à l'honneur, mais les enfants. C'est aussi convivial, c'est aussi pour que les jeunes enfants puissent venir. C'est pas forcément le lieu où ils sont l'habitude de venir, mais que les enfants s'amusent, profitent de tout ça et puissent avoir des bons souvenirs et envie de revenir l'année prochaine. Mais pour les enfants, le moment le plus attendu de la journée, c'était bien sûr la photographie avec le Père Noël. L'année prochaine, il devrait à nouveau y arrêter son traîneau. Et nous restons au Vélodrome, le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines qui a organisé la semaine dernière la 4e édition de son club Affaires sur le thème des Jeux Olympiques 2024. Le concept, les partenaires commerciaux de l'enceinte sportive se retrouvent pour échanger et tester la piste. Des activités comme des tours de gyropode et du Grand Bi comprenaient un vélo composé d'une grande et d'une petite roue étaient également programmés dans l'aire centrale. On écoute tout de suite Thomas Boudeville, le responsable du service commercial de Vélopolis, la société qui gère l'exploitation du Vélodrome. Il était au micro de Michael Almidoro. Le but de ces soirées, c'est à la fois de permettre à nos partenaires de rencontrer d'autres entreprises, de créer vraiment une communauté sur la partie entreprise qui est avec un lieu de rassemblement qui est le Vélodrome National et bien entendu aussi de générer et de séduire de nouvelles entreprises et de leur faire découvrir ce site et surtout ce qu'ils peuvent y trouver par un partenariat. C'est bien parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de partenaires avec le Vélodrome, qu'on est tous sur des corps de métier un peu différents, qu'on a besoin les uns des autres, je pense, au quotidien pour se faire vivre. Donc c'est important qu'on ait l'occasion de se rencontrer et d'échanger. C'est l'Union européenne façon Vélodrome. Donc on se retrouve et ça nous permet de créer des choses et de renforcer l'activité sur la place de Saint-Quentin. Et pour finir ce journal, un mot de sport. Vous le savez, sur Téléfilm 78, nous aimons vous faire découvrir de nouveaux sports. Aujourd'hui, coup de projecteur sur une discipline presque inconnue en France, c'est le floorball, un sport collectif d'origine suédoise, semblable au hockey. Le premier club des Yvelines vient de se créer à Buc. Michael Elmidero est allé à la rencontre du club et des joueurs. Regardez. Du hockey mais sans la glace et les patins, le floorball, un sport originaire de Suède créé dans les années 70, débarque dans les Yvelines. Le club Aobuc Multisport propose depuis septembre une section loisirs le mercredi soir au gymnase du Pré-Saint-Jean, une première dans le département. C'est un sport qui se pratique avec une crosse et une balle creuse, avec un gardien et on joue à 5 contre 5. Un match de floorball, ça dure 3 fois 20 minutes, donc 3 tiers-temps de 20 minutes, avec plusieurs lignes de joueurs, c'est-à-dire qu'on peut échanger comme au hockey sur glace tant qu'on veut. Pour jouer au floorball, 2 éléments sont nécessaires, une crosse et une balle. La maîtrise de la crosse au départ, c'est pas évident. Il faut trouver ses marques sur la crosse. Donc il y a une prise qui nous permet effectivement de maîtriser la hauteur, la vitesse, même la position du corps. Tout ça, c'est important pour arriver à ses fins et mettre la balle au fond des buts. Donc il y a vraiment une technique dans le floorball. La balle est très légère. Elle peut aller très vite. Par contre, on peut quand même se prendre des balles qui font quelques bleus, mais rien de bien méchant. Cette discipline compte à l'heure actuelle plus de 1000 licenciés en France et une trentaine de clubs. À Buc, ils sont une quinzaine à s'être laissés tenter par ce sport pratiqué principalement en République tchèque, en Suisse et dans les pays nordiques. Les gens sont curieux, les gens ont envie d'essayer. Pour faire de la publicité, on a essayé de faire des séances d'initiation, faire de la communication via Internet. Les gens sont venus, on a une trentaine de joueurs différents qui sont venus. L'adhésion coûte entre 95 et 110 €. Le club de Buc espère attirer entre 25 à 30 adhérents d'ici la rentrée de septembre 2016 et intégrer le championnat de France la saison prochaine. Et c'est à présent la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous restez avec nous. Vous avez rendez-vous avec Michael Elmidoro qui présentera le 7-8 Sport avec tous les résultats sportifs de ce week-end. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du 7-8 le journal en direct. Je vous souhaite donc une très bonne soirée.